Money that is a drug. I mean, fundamentally, when you have a money of that nature, it is a drug. Because the way that an addiction happens is when there's something I need, and I'm not sure I can always get it, so I'm always looking for it, always looking for it, always looking for it. And if you look at what our society has become, it has become utterly addicted to the pursuit and the acquisition and the control of money, to the detriment of what that money could enable in our society. So we have to cure our addiction. Si la monnaie devient une fin en elle-même, et si elle prend de la valeur au fil du temps, grâce à l'intérêt composé, bien évidemment les possesseurs de monnaie vont avoir un pouvoir de domination sur ceux qui n'en possèdent pas ou qui en possèdent moins. Et on retrouve la question de la double face de la monnaie. Dans sa face positive, la monnaie est une source de pacification et de facilitation de l'échange. Dans sa face négative, c'est une source de rapport de domination, voire de guerre. C'est la logique de guerre économique. Si je crée un outil d'épargne, par définition, en accumulant, j'en prive d'autres. Donc c'est un moyen de... ça rend la monnaie plus rare pour d'autres pour faire des échanges. Et aujourd'hui également, le fait que nous avons les monnaies comme un outil de spéculation rend impossible qu'elles soient aussi un standard de valeur. Imaginez l'aberration qui se produirait si d'autres instruments de mesure, comme les kilos et les mètres, on décidait que leur possession était un bien en soi et qu'on avait une bourse des valeurs des kilos et des mètres qui chaque jour évoluerait en fonction de la demande de kilos et de mètres. Ça serait une aberration. Selon les Nations Unies, en 1999, la fortune des 225 individus les plus riches était égale aux revenus annuels des 2,5 milliards d'êtres humains les plus pauvres. Pour eux, on peut dire que la monnaie est rare et qu'elle est artificiellement rare, c'est-à-dire que ces 2,5 milliards d'êtres humains à peu près ont une capacité d'échange, de création, qui va se trouver stérilisé par le fait qu'ils n'ont pas ou pas assez de monnaie. Inversement, pour les 225 personnes qui ont ces fortunes absolument démentielles, là, elles sont dans un excès de monnaie, et d'ailleurs on voit bien qu'elles ne réinjectent pas l'essentiel de ces sommes à l'intérieur de l'économie réelle. Ces sommes alimentent l'économie financière, bulle virtuelle dans laquelle tourne toujours plus de monnaie. Dans cette logique de spéculation, la monnaie n'a plus d'autre fonction que de générer encore plus de monnaie. Le verbe spéculer, c'est une anticipation sur l'avenir. La spéculation a comme objectif de gagner de l'argent à partir d'un changement de la valeur de l'unité. Donc j'achète aujourd'hui des dollars ou des yens ou n'importe quelle autre monnaie dans l'espoir que quand je la vendrai dans quelques heures ou dans quelques jours ou dans quelques semaines, cette valeur aura augmenté. La face positive, c'est de dire l'anticipation de l'avenir est quelque chose de légitime dans les sociétés, mais à condition que ça serve véritablement à être une anticipation de l'avenir de l'économie réelle, c'est-à-dire des biens et des services effectifs. Il n'y a plus de véritable rapport entre l'économie financière et l'économie réelle. Et vous avez comme ça des masses de monnaie, par exemple, tous les jours, il circule sur le marché des capitaux à peu près 2000 milliards de dollars tous les jours. Alors que le commerce mondial proprement dit, donc qui lui correspond à de l'économie réelle, c'est 8000 milliards de dollars par an. Ainsi, plus de 98% des transactions monétaires journalières ne correspondent pas à des échanges de biens et de services réellement existants.
On pourrait dire que, au sens global du terme, il y aurait suffisamment de monnaie, il y en a même probablement trop, mais à condition de recycler cette monnaie de l'économie spéculative dans l'économie réelle. CEL, ça veut dire système d'échange local. Donc, on va voir sur ces 3 mots, local. On va commencer par la fin. Donc, il y en a beaucoup, même 3 à Paris, comme je disais, il y en a beaucoup en région parisienne, il y en a une vingtaine. Il y en a en France, il y en a dans d'autres pays, mais c'est toujours dans l'idée que c'est pour rapprocher les gens localement. Donc, dans l'idée de privilégier les relations de proximité. D'accord ? Système d'échange. Alors, échange, la base des CEL, c'est l'échange. L'échange entre les personnes, échange de biens, échange de services, échange de savoir. Au lieu de faire des échanges de personne à personne, par exemple, Emmanuel et moi, on va échanger. Je lui offre quelque chose pour que l'échange soit équilibré, il va m'offrir quelque chose à mon tour. Et entre nous deux, on va faire un troc équilibré. Dans ce cas, ce n'est pas un système, puisqu'il faut qu'on équilibre de l'un vers l'autre. À partir du moment où on va chercher à équilibrer par rapport au groupe, ça devient un système. Et ce système, il fonctionne grâce à une monnaie. Donc, ça dépend des CEL, mais le CEL de Paris utilise une monnaie qui s'appelle le PIAF. C'est au temps passé. Et c'est important comme principe, parce que ça veut dire que on ne fait pas de hiérarchie entre les différentes formes de services rendus. Finalement, on n'est pas tous logés à la même enseigne, on n'a pas tous eu la même chance, on n'a pas tous eu les mêmes accès à la formation, à la culture, etc. Mais on est tous des humains et on est tous capables de faire des choses. Dans un système de crédit mutuel, comme les CEL et les banques du temps, la monnaie ne peut pas manquer, car elle est créée au moment de l'échange. Au départ, tous les comptes sont à zéro. La monnaie est une différence, un déséquilibre entre 2 comptes qui s'équilibrent sur l'ensemble du système. Être débiteur n'est pas un problème. Le grand avantage du crédit mutuel, c'est que c'est un argent qui est en suffisance et pas en excès. Ce n'est pas l'abondance qui est la contrepartie de la rareté, c'est la suffisance. Quand vous êtes allé en abondance, dans le domaine monétaire, vous vous retrouvez avec un argent qui ne vaut rien. Régulièrement, on édite un catalogue des offres et des demandes de tous les adhérents, avec des mises à jour régulières et les contacts de chaque adhérent pour que les gens se rentrent en relation directement les uns avec les autres. Et voilà, et puis c'est eux qui créent en fait l'unité d'échange. Ils s'entendent entre eux à chaque échange, ils sont responsables de leur échange. Le CEL se contente de faire circuler l'information. Et pour un certain nombre d'échanges, c'est le temps passé. Mais après, ça peut se négocier de gré à gré, c'est-à-dire combien tu offres, combien tu veux, combien je te donne, etc.